Souvenez-vous, c'était en novembre 1991, le 17 novembre exactement. Vous assistiez à la scène finale de la bataille de Vukovar. Des milliers de civils croates, victimes de la purification ethnique, étaient contraints de prendre le chemin de l'exil. Une impression de déjà-vu qui renvoyait l'Europe, incrédule, au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Deux ans après l'entrée victorieuse des forces serbes, retour à Vukovar et tentative de comprendre pourquoi, avec les uns, avec les autres. Je n'ai tué personne. Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai dû fuir avec 2 sacs et mes 2 enfants, à travers un champ de maïs, entre les mines. Et qui j'ai fui? Les Serbes, mes voisins. Eux et l'ex-armée yougoslave qui était dans la zone tampon, qui nous avait encerclés avec ses chars. Et sur qui tirait-elle? Sur les civils et les bâtiments. Plus de 152 personnes vivaient là. Vukovar est dans cette partie de l'Est de la Croatie qui s'est proclamée République serbe de Krajina depuis la guerre de 1991. Et plus nombreux étaient croates. Venaient ensuite les Serbes et d'autres peuples. Ils étaient là depuis des décennies, depuis des siècles, sans que personne que nous vivons encore aujourd'hui ne cherche à savoir qui était quoi. Jusqu'à ce que, dans la Yougoslavie vacillante, on reparle de grande Serbie. Je m'appelle Olivera Rokovic. J'étais conservatrice du musée de la ville de Vukovar avant la guerre. Et j'occupe toujours ce poste aujourd'hui. Ici, c'est le salon de la famille Eltz, une grande famille qui régna sur la ville. Ici, c'est la salle de la bourgeoisie et le début de l'artisanat de Vukovar. Ici, la salle de la période turque. Il y aura au moins une salle consacrée à cette guerre. J'aimerais qu'elle soit dédiée à toutes les victimes, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Mais on n'a pas tiré les leçons de Vukovar, puisque la guerre a continué immédiatement après en Bosnie. Il s'appelait Josip Broz, reconnu sous son nom de guerre, surtout avait rêvé d'un pays où Serbes, Croates et musulmans seraient tous des Yougoslaves. Les conséquences de cette guerre sont terrifiantes. Et je pense que nous avons de plus en plus de gens atteints de troubles neuropsychiatriques. Les gens sont perdus à Vukovar. Ils se sentent abandonnés, désorientés. Leur situation matérielle est très difficile. La nourriture commence à manquer. Ils n'ont souvent pas le minimum vital. Toutes les familles sont dispersées. Il y a des morts, il y a des blessés. Cela a des conséquences épouvantables pour tout le monde. La famille Papouga est aujourd'hui réfugiée en Croatie, à plus de 100 km de Vukovar. Elle a été chassée de chez elle en mars 1992. Nous n'avons rien senti de particulier.
jusqu'à ce qu'ils détruisent notre maison. On était toujours ensemble. On s'entraidait. Nos enfants allaient à l'école ensemble. Les collègues venaient à la maison. Ils venaient pour l'anniversaire des enfants. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Personne ne le sait. J'avais apporté du lait à la laiterie et je rentrais à la maison avec de la bière car on égorgeait le cochon. Et il y avait des gens qui travaillaient là-bas et puis d'un coup ils sont venus et ils nous ont dit « Vous avez 5 minutes pour partir ». La famille Papouga habitait Petrovci, un petit village tout près de Vukovar. Nous y sommes allés et avons retrouvé leur maison qui porte encore les traces de la guerre. Elle n'était pas vide. Bonjour, je m'appelle Maričak Kielko. Je vivais à Vukovar, mais ma maison a été détruite. Alors je suis venu ici. J'ai une fille. Ma femme est originaire de ce village. On m'a donné cette maison et je la répare. Vous savez à qui elle appartient? Oui, à Daniel et Papouga. S'ils reviennent, si ce jour doit arriver, alors cette maison est à eux. Nous sommes ensuite allés rendre visite aux voisins des Papougas, les Sylvester. Ils ont eu plus de chance, car bien qu'ils ne soient pas serbes, ils n'ont pas été chassés de leur maison. Et nous leur avons remis une photo de leurs amis. Il est maigre. Il est maigre. Il est faible. Il a toujours été faible. Les gens restent des gens. Nous n'avions rien les uns contre les autres. Je pense qu'il est toujours bon de se retrouver, que je leur vois, qu'ils me revoient. Ils sont partis très vite. Personne ne sait pourquoi. On sait qu'ils étaient en train de tuer un cochon. Quand je suis venue, il n'y avait plus personne. On ne savait même pas qu'ils étaient partis. Vous avez demandé pourquoi? Non. Non. Pourquoi? J'en sais rien, pourquoi. Nous n'avons pas cherché à savoir. Tout d'un coup, quelqu'un disparaît. J'ai mes affaires, il a les siennes. Voilà. Quand on n'est pas serbe dans cette région, il est des questions en effet qu'il est préférable de ne pas se poser. Surtout sur les raisons qui ont poussé des gens sans histoire à se battre entre eux. Même pour moi, c'est incompréhensible, c'est vraiment incompréhensible, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, mais réfléchissez. Vaut mieux pas réfléchir. Voilà, j'ai retrouvé ces photos des Papougas. C'est des photos du mariage de leur fils. Donnez-les leur. Avant de revenir chez les Papougas, nous avions aussi pris une photo de leurs voisins, devant leur maison. Cela nous fait plaisir. Nous avons aussi une photo des Sylvester et de notre maison, prise par notre fils. On ne la verra plus jamais. Comme les Papougas, ils sont des milliers de Croates à avoir tout perdu autour de Vukovar. Résultat, les Croates ne sont plus qu'un petit 10% de la population, alors qu'ils étaient majoritaires avant la guerre. Et chaque jour, des familles croates fuient encore cette région où personne ne peut garantir leur sécurité. Restent donc les Serbes qui sont revenus vivre dans les ruines de Vukovar et tentent, avec des moyens dérisoires, de reconstruire la ville. J'espère bien que nous pourrons retravailler normalement. Dans combien de temps, à votre avis? Cela dépendra des sanctions internationales contre nous. Et s'il n'y avait pas de sanctions? Je ne sais pas, c'est la crise pour tout le monde, pas seulement à Vukovar. Il faut nous aider, nous les Serbes.
Il y a aussi des gens qui ont faim. Les salaires sont très bas maintenant. Des 50 000 personnes qui vivaient à Vukovar et dans sa banlieue avant la guerre, seuls quelques milliers s'y trouvent encore. 5 à 6 000 peut-être. Ils habitaient une des régions les plus riches de la Yougoslavie et en sont réduits aujourd'hui à faire la queue pour recevoir l'aide internationale qui seule leur permet de survivre. Un peu de farine, un peu de sucre, quelques boîtes de conserve. Pas facile de passer si rapidement du standard de vie européen à celui du tiers-monde, d'avoir gagné la guerre et d'avoir tout perdu. Je pense que rien n'a changé, ou plutôt que c'est pire. Bon, c'est la guerre. On travaille ici depuis 50 ans. Et finalement, on a tout perdu. On n'a plus rien, plus rien. C'est toujours les mêmes qui en profitent, qui ont tout, qui ont du travail, comme avant la guerre. Et les pauvres restent pauvres. C'est chacun pour soi. Les riches d'avant la guerre sont toujours riches. Ils ont des voitures. D'accord, ils ont besoin de travailler. Mais nous, les pauvres, on n'en a pas besoin? Qui est responsable de cette situation? J'imagine que c'est nous. Enfin, je ne sais pas. Ça doit être nous. Vous voulez dire les gens du peuple? Non, parce que nous, on nous a jamais demandé notre avis. Et puis on est devenu un État, oui ou non? Alors je pense que c'est la faute de ceux qui gouvernent cet État depuis la guerre. Même si la guerre n'est pas terminée, c'est ce que je pense. Parce qu'à nous, les gens du peuple, on n'a jamais rien demandé. L'appartement de Milica a été totalement détruit pendant la guerre. Alors, comme presque tout le monde ici, elle s'est installée dans un appartement de la banlieue de Vukovar, un appartement resté vide, dans un immeuble partiellement habitable. On était bien payés, on vivait bien jusqu'à 2 ans avant la guerre. Et puis on a commencé à ne plus recevoir la paye régulièrement. On nous donnait des bons. Fin 1990, on n'a pas travaillé pendant 2 mois. En février 1991, là où je vivais, dans un gratte-ciel près du Danube, les tirs ont commencé, la nuit. Quand on travaillait dans la première équipe, c'était vraiment rare qu'on dorme une nuit entière. Sur l'ancien aérodrome de Vukovar, transformé en jardin potager, Milica a obtenu une petite parcelle. C'est un peu bizarre de faire ça. Mais on s'habitue, c'est comme ça. On est pauvre. Avant, on avait de l'argent. Je ne savais pas ce que c'était que de faire bon jardin. Qui aurait pensé qu'il faudrait retourner à la terre? Qu'il faudrait repartir à zéro? On cultive pour faire des conserves pour l'hiver. On n'a plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Les relations étaient excellentes entre nous. C'est vraiment dommage. On s'entendait si bien avec tout le monde. On manquait de rien, on vivait bien. Je m'entendais avec tous mes voisins. Et voilà, je crois qu'un jour le diable est arrivé, qui s'est installé ici. Quand les tirs ont commencé, chacun, serbe ou croate, est parti de son côté. Regardez ce qu'on a subi. Regardez toutes ces destructions. Et bien maintenant, nous devons vivre là-dedans. On survit. Mon mari travaille, moi j'ai ma retraite. Il gagne 1,1 milliard de dinars. Et moi, ma retraite est de 100 millions de dinars. Ça fait en tout 7 ou 8 Deutschmark. Avec ma retraite, je peux m'acheter un paquet de cigarettes et encore les moins chers. Et rien d'autre.
Avec la paye de mon mari, on peut acheter du lait, du pain. Ça, on l'achète pas parce que la farine, c'est la Croix-Rouge qui nous la donne. Deux fois par semaine, pourtant, le marché de Vukovar s'anime. Illusion de vie normale qui ne résiste pas longtemps à l'observation. Au cœur de la région agricole la plus prospère de l'ex-Yougoslavie, on ne trouve que quelques produits de base et à des prix surréalistes, ce qui ne manque pas de poser quelques problèmes à des habitants peu habitués à brasser des millions. Plus 10 égale 160. 50 millions. Eh oui. Maintenant, il y a de nouveaux billets de la Krajina. 50 millions. C'est les nouveaux billets. C'est ça, 50 millions. 50 millions. Ce sont les nouveaux billets de 50 millions, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et les prix augmentent chaque jour, d'environ 10%. Pour s'en sortir, ceux qui ont la chance d'avoir des économies en monnaie étrangère sont obligés de les écouler au marché noir à un taux qui suit la courbe de l'inflation. Discussion avec un changeur au noir. Ça change très vite. L'inflation est très grande, effrayante. Comme en Amérique latine, comme en Bolivie. Quel taux tu me fais pour 20 marques? 190 millions. C'est peu. D'accord, je te donne 200 millions pour un marque. Le taux change 2 fois par jour. Et comment tu fixes le cours? Je ne sais pas. C'est comme si ça se faisait tout seul. Mais je crois que quelqu'un le fixe de l'extérieur. Je crois que quelqu'un dicte le cours. C'est probablement l'État qui le fixe. Combien coûte cette poudre à lessive? 1,6 milliard. Quoi? Pour laver? Ça fait 8 marques. Quelle marque? J'ai pas de marque, moi. Au centre de Vukovar, sur 100 mètres de trottoir, la vie semble avoir repris comme avant. 3 terrasses restaurées, des jeunes gens désœuvrés, des voitures neuves. Signe extérieur d'une richesse née de la guerre, richesse suspecte là où rien ne fonctionne, richesse méfiante qui ne se laisse filmer qu'à la sauvette et refuse de parler. Retour à la réalité de ceux qui ont dû fuir. Nous sommes ici dans un camp de réfugiés croates, dans la banlieue de Zagreb, à plusieurs centaines de kilomètres de Vukovar. Comme tant d'autres, Silvia et sa famille ont quitté Vukovar, emportés par la vague de purification ethnique. Srpski pobunjenici su prijepodne aktivirali cjelokupan topnički arsenal, uključujući I višecjevne bacače raketa. Gađali su položaje drniške obrane u Mirlović polju, Kljacima, Čavoglavima I Strunjama. Ne prođe skoro nijedan dan da ga ne spomenemo, ako ne ovako... Il n'y a pas un seul jour où nous ne parlons pas de Vukovar. Si c'est pas en famille, c'est avec les amis dehors. Čujemo vijesti. On écoute les nouvelles, on se dit tout le temps quand est-ce qu'on va rentrer, quand est-ce qu'on va retourner là-bas, jusqu'à quand ça va durer cette guerre. On en parle tous les jours. Je crois que nous ne pouvons pas parler d'autre chose. Nous nous demandons surtout quand nous allons rentrer. Pourquoi nous ne rentrons pas? Parce que Vukovar, c'est une ville croate et ça doit le rester. Nous ne pouvons pas vivre comme ça dans des baraquements. À Vukovar, nous avions tout, nos appartements, nos amis. Certains avaient des maisons, de la terre. Le fruit de toute une vie de travail. Nous avons tout perdu. C'est de cela que nous parlons le plus. Nous devons tout recommencer à zéro. En cherchant l'appartement de Silvia à Vukovar, nous avons croisé une famille serbe qui emménageait dans une allée voisine. Mouvement permanent des victimes. Ceux-là ont peut-être été chassés de Bosnie
ou de Croatie. Quant à l'appartement de Silvia, nous l'avons trouvé volet clos, habité par un policier serbe qui n'a pas souhaité nous parler. Nous avons pris une photo pour Silvia et sa famille. C'est Kumer, un Croate qui habitait ici. Là, c'était un Serbe. Et là, c'était Rjanik, un Croate. Là, un Serbe. Tout a brûlé. Ces gens étaient nos amis. Mais je pense que quelqu'un leur a raconté des mensonges ou qu'ils ont été élevés dans la haine. Je crois que quelqu'un leur a fait peur. Je ne comprends toujours pas pourquoi les Serbes se sont retournés contre nous, contre les Croates. Retour près de Vukovar, où nous avons rencontré la meilleure amie de Silvia. Voici ma fille Velinka. Nous vivons ici en famille, dans cette ferme. Nous élevons des cochons, des chèvres, des poules. Nous avons un jardin. Nous faisons un peu de tout. Voici ma mère, Ljubica Raketic. Mes parents vivent dans cette petite maison. Et moi, j'habite dans cette nouvelle maison, avec mon fils. Velinka est serbe. Elle connaît Silvia depuis plus de 20 ans et ne s'est jamais inquiétée de savoir qu'elle était croate. C'est tout naturellement que chacune est devenue le témoin de mariage de l'autre. Sur cette photo, il y a Silvia, son mari, ici c'est moi, et là mon ex-mari. Ça, c'est dans la maison de son mari, Zoran, après leur mariage. Là, c'est Silvia, et là, c'est moi. C'était le soir, on chantait, on s'amusait, on avait mangé. C'était très gai. Que ressentez-vous maintenant? Maintenant, je n'arrive pas à comprendre à quel point les choses se sont détériorées par rapport à cette époque. Tout allait si bien. Je n'arrive vraiment pas à imaginer comment c'était. Quand je vois la situation aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a une telle différence. Je ne pourrais plus jamais m'amuser comme avant, ni être ce que j'étais avant ces événements. C'est dans cette usine de Borovo, près de Vukovar, que Velinka et Silvia se sont connues. En grande partie détruite pendant les combats de 1991, l'usine, où travaillaient plus de 20 000 ouvrières, refonctionne aujourd'hui, avec le 10e de ses effectifs d'avant la guerre. Dans ses ateliers, dans ses bureaux, Serbes et Croates se sont côtoyés sans histoire pendant des décennies. Mais avec la montée des nationalismes dans le pays, le climat s'est rapidement dégradé. Avec Silvia la Croate et Velinka la Serbe, aujourd'hui séparées, nous avons voulu mieux comprendre la spirale qui transforme des amis en ennemis. Juste avant la guerre, on ne se mélangeait pas entre ouvrières des différents étages. Il y avait des provocations, des disputes. La situation était tendue. On allait travailler et on rentrait tout de suite à la maison. On ne se promenait pas dans l'usine pour parler aux uns et aux autres. On ne parlait qu'avec les ouvrières à côté desquelles on travaillait. On n'allait plus l'une vers l'autre. Silvia ne venait pas me voir, je n'allais pas la voir. Un jour, elle est passée à côté de moi sans me saluer. J'ai vu que ça la gênait, alors je n'ai pas insisté pour lui parler. On s'est croisés dans les vestiaires, mais elle ne m'a plus dit bonjour. Elle ne me disait simplement plus bonjour. Non, ce n'est pas vrai. Dans les vestiaires, nous avions une annexe. Je lui ai toujours dit bonjour, et elle aussi d'ailleurs. On a toujours bavardé, en vitesse dans les escaliers, il fallait être à l'heure au travail. Ce n'est pas vrai. Je ne me suis jamais détournée de personne, et surtout pas d'elle.
Et puis les relations dans l'usine se sont tellement détériorées qu'on se demandait comment on arriverait à l'autobus, comment on pourrait arriver à l'usine, et même monter à son étage. Ils nous disaient qu'ils allaient nous égorger. Quel horrible mot, égorger. C'est pas qu'ils allaient nous expulser, non. Ils allaient nous égorger, venir chez nous, dans nos maisons, nous égorger. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait quand quelqu'un vous dit qu'il va vous égorger simplement parce que vous êtes d'une autre nationalité. Personne ne les a tués, personne ne les a touchés. C'est eux qui ont fait tout ça. C'est eux qui ont fait des barricades dans leur village. Ils avaient peur des Croates. Je pense que l'on voit les autres comme on est soi-même. Si on est méchant, on pense que les autres aussi sont méchants. C'est ce qu'ils ont dû penser, c'est pour ça qu'ils ont fait des barricades. Voilà pourquoi la guerre a commencé. Ils n'avaient pas vraiment peur, je crois pas. Ils craignaient plutôt de perdre leur pouvoir, parce qu'à Vukovar et Borovo, tous les postes importants, directeurs, chefs de la police, le président de la municipalité, tous étaient occupés par des Serbes. Tous les policiers étaient serbes. Alors ils ont eu peur de perdre toutes ces situations si le pouvoir passait entre les mains des Croates. Voilà de quoi ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur d'être tués par les Croates. Si les Croates revenaient ici et que vous rencontriez Silvia, que lui diriez-vous? Je lui demanderai pourquoi elle est partie d'ici. Car il y a des Croates qui sont restés. Personne ne les a chassés. Peut-être qu'elle est partie parce qu'elle a quelque chose sur la conscience, ou qu'elle a commis un crime, ou qu'elle n'aime pas les Serbes. Mais elle n'a pas été forcée de partir. Personne n'a été forcé de partir. Elle est chez elle, dans sa maison, qui est intacte, alors que moi, je vis dans ces baraques. Je n'ai pas fui, j'ai été chassée. C'est l'armée qui nous a chassés. C'est nous, les Croates, qui avons été massacrés, tués, pas les Serbes. J'ai grandi dans le système communiste, où il y avait des amitiés mensongères. Moi, je pense que tout ceci se préparait depuis des années. Mais c'était un régime totalitaire, où personne ne pouvait s'expliquer. Nous ne pouvions pas dire que nous détestions les Croates, ou eux qu'ils détestaient les Serbes. C'était interdit d'en parler. Mais c'est sous ce régime que tout s'est préparé, tout ce qui se passe maintenant. Nous avons toujours été amis. Pour ma part, en tant que Croate, je n'ai jamais fait semblant d'être amie avec qui que ce soit. C'était une amitié véritable. On était des amis depuis longtemps. On était plus proches que des sœurs. C'est pour ça que nous avons été témoins à nos mariages. Maintenant, elle renie tout ça et ça me déçoit profondément. Comme les enfants ont grandi, elle paraît plus âgée qu'avant. Son mari a beaucoup maigri. Il était assez gros. Elle aussi, elle a maigri. Elle a vieilli. Ses enfants ont beaucoup grandi. Ils étaient petits la dernière fois que je les ai vus. Je ne peux pas dire que je regrette qu'ils ne soient plus là. Non, je ne les regrette pas. Ni eux, ni les autres. On ne pourra plus jamais vivre ensemble. Que chacun vive de son côté, qu'ils choisissent où vivre et qu'on ne se mélange plus. Ça, c'est leur problème. Ils disent qu'ils veulent rester là-bas à Vukovar tout seuls. Mais ça ne se passera pas comme ça. Nous, les Croates, on n'est pas dupes. Nous reviendrons à Vukovar. Et si c'est ce qu'ils pensent de nous, eh bien nous ne vivrons plus avec eux. Si les vivants refusent de se côtoyer à nouveau, les morts n'ont pas le choix. Serbes et Croates victimes du nationalisme sont aujourd'hui côte à côte, par milliers, dans le cimetière de Vukovar. La mort s'est nourrie du nationalisme qui se nourrit à son tour de ses morts. Et qui peut affirmer aujourd'hui qu'à Vukovar, l'histoire a vraiment dit son dernier mot?